Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, avec Jean-Louis Bourlange, essayiste et ancien président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, et avec Marc-Olivier Padis, directeur des études de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, dont le dernier numéro a pour titre « Comment le langage crée la violence ». Il est ainsi chapeauté. Un numéro de débat devenu numéro de combat. Le 1 propose cette semaine une réflexion sur les usages insidieux de la langue et leurs effets sur nos esprits. Un sujet qui est venu singulièrement illustrer le récent renvoi d'Olivier Nora, PDG des éditions Grasset, par Vincent Bolloré. Comme l'écrit Éric Fotorino, ce numéro est une mise en garde et un appel à la vigilance. Lisez-le comme tel et partagez-le. Mercredi, nous mettrons en ligne le deuxième de notre série d'entretiens avec Maryvonne de Saint-Pulgent sur les rapports entre les musiciens et le pouvoir, de Jean-Baptiste Lully à Pierre Boulez. Dans son livre « Les musiciens et le pouvoir en France », livre magnifiquement illustré, Maryvonne de Saint-Pulgent, dont l'érudition est connue de nos auditeurs, montre comment les relations très étroites, pour ne pas dire incestueuses, entre tous les pouvoirs qui ont gouverné la France et le monde de la musique, ont fini par aboutir à une impasse, dont la dernière figure est celle de Pierre Boulez. Il n'y a pas d'enregistrement à l'école alsacienne en mai, c'est le mois où les élèves présentent leurs travaux musicaux et leurs représentations théâtrales. Il y aura un prochain enregistrement le dimanche 7 juin et on peut s'y inscrire dès maintenant. Enfin, toutes nos émissions font l'objet d'un compte-rendu analytique, un compendium auquel vous pouvez vous abonner gratuitement. Vous le recevrez dans votre boîte aux lettres de courriel chaque mardi ou mercredi, je ne sais plus. Enfin, l'un de ces 2 jours. En tout cas, peu de temps après que l'enregistrement ait été diffusé. Pardonnez-moi ma confusion. Premier des sujets que nous avons retenus, le modèle social français est-il soutenable quand 56% d'entre nous touchent davantage qu'ils ne contribuent? Si les Français se disent toujours très majoritairement attachés à la sécurité sociale, seuls 20% estiment recevoir davantage du système socio-fiscal qu'ils n'y contribuent, alors qu'en réalité, en 2023, ils étaient 56% à avoir reçu en net davantage qu'ils n'ont contribué au titre de la redistribution du modèle social. C'est le résultat d'une étude publiée le 16 avril par l'INSEE. L'intervention massive de l'État a permis de contenir les inégalités. Avant transfert public, les 10% les plus aisés percevaient 26 fois plus que les 10% les plus modestes, mais ils n'ont plus que 3,5 fois plus que les moins bien lotis après les transferts publics pris en compte. Ces transferts publics s'opèrent au travers de 3 types de canaux: les prélèvements, impôts directs et indirects, cotisations sociales, les prestations sociales, ainsi que les transferts sociaux, comme l'éducation ou la santé. Ces 56% de la population qui reçoivent davantage qu'ils ne paient représentent une moyenne. Si la quasi-totalité des plus modestes sont soutenus par ce modèle, même parmi les 10% les plus aisés, 1 sur 5 a reçu davantage qu'il n'a versé. En effet, parmi ces gens aisés, on compte des retraités cadres, dont les pensions sont financées par les cotisations des actifs, mais aussi des personnes malades qui bénéficient du système de santé à redistribution opéré par les pouvoirs publics, système qui rehausse le niveau de vie des ménages au prix d'un endettement public croissant et problématique, note l'INSEE, car aujourd'hui, la puissance publique distribue davantage qu'elle ne prélève. En 2023, les ménages ont perçu au total 1,337 milliard d'euros de transferts publics quand ils ont dû acquitter des prélèvements à hauteur de 1,273 milliard. Depuis sa création, il y a 80 ans, la sécurité sociale montre les limites de son modèle d'un point de vue financier. Alors que les comptes sociaux étaient à l'équilibre jusqu'au début des années 90 et sur le point d'y revenir avant la crise sanitaire, le déficit de l'ensemble des 5 branches, famille, maladie, retraite, autonomie, recouvrement, a atteint 15,3 milliards d'euros en 2024, soit 0,6% du PIB, et il devrait dépasser 22 milliards en 2025, un niveau inédit hors période de crise.
Ces déficits mis bout à bout représentent une dette sociale qui pourrait dépasser les 180 milliards d'euros en 2028, selon la Cour des comptes. Le vieillissement de la population en est la cause principale. Début 2023, 17 millions de Français touchent une retraite. Mais le ratio entre les Français qui travaillent et donc cotisent et ceux qui bénéficient de la solidarité nationale est de moins en moins avantageux. Au début des années 60, la France comptait 4 travailleurs pour un retraité. Début 2020, ce ratio est tombé à 1,5 pour 1 et la tendance ne semble pas près de s'inverser à moins d'une forte hausse du taux d'emploi, surtout chez les seniors. Sur cette question, Nicolas Bavrez. Le modèle social français est né en 1945 dans le cadre des réformes qui ont été faites à la Libération. Et l'idée, c'était de protéger la population, la société française contre les fléaux qui avaient sévi pendant l'entre-deux-guerres. Donc d'abord une vieillesse qui correspondait souvent à la pauvreté, l'absence de couverture maladie. Et puis ensuite, on a rajouté donc la protection contre le chômage. Et ce modèle social, il a été fondamental à la fois pour accompagner le baby-boom et puis les 30 glorieuses. Simplement, à partir des années 70, au moment où le système économique changeait et où la régulation keynésienne s'achevait et qu'on voyait monter ensuite ce qui a été la mondialisation, cet État-providence s'est formidablement étendu et est devenu effectivement tentaculaire. Donc aujourd'hui, sur les 1770 milliards de dépenses publiques, on a 900 milliards de transferts sociaux qui représentent 34% du PIB. Et la France, quand on regarde ses grandes fonctions, et sauf pour la famille, qui représente l'aide aux familles, qui représente 2,1% du PIB, mais elle est systématiquement au-dessus, notamment des autres pays européens. Les retraites, c'est 14,5% du PIB contre 12% dans l'Union. La santé, 12,4% contre 10% dans l'Union. Ce système, la mécanique redistributive, on l'a dit, elle fonctionne de manière extrêmement puissante, puisque l'écart entre les revenus bruts va de 1 à 26 et il est ramené de 1 à 3,5 après les transferts sociaux. Ce qui montre bien que la mécanique publique est une mécanique qui est extrêmement égalitaire. Alors, la difficulté, c'est que ce système est devenu insoutenable. Il est devenu insoutenable d'abord parce qu'aujourd'hui, il alimente un certain nombre des maux sociaux qu'il était censé corriger. La pauvreté, c'est vrai qu'on a éradiqué la pauvreté chez les personnes âgées. Pour les retraités, c'est moins de 4%, et c'est évidemment souhaitable, mais à l'inverse, la pauvreté a ressurgi chez les jeunes. Elle est de l'ordre de 18 à 20%. Et d'une manière générale, on voit que les inégalités aussi de statut progressent beaucoup et qu'on se retrouve avec quasiment 10% de la population qui est en situation, par ailleurs, de pauvreté. L'autre grand changement, sans doute le plus puissant, c'est la démographie. En 1945, il y avait 6 cotisants pour un retraité. Aujourd'hui, on a 1,6 cotisants pour un retraité. Et par ailleurs, en 2025, pour la première fois depuis 1945, il y a eu plus de décès que de naissances dans notre pays. Donc, c'est le premier élément vraiment structurant, la démographie. Ensuite, l'autre élément qui est très important pour la soutenabilité de l'État-providence, c'est la croissance, l'économie, la productivité. Croissance très faible, moins de 1% en moyenne, productivité qui stagne depuis 10 ans, et par ailleurs un chômage structurel qui n'a jamais été éliminé depuis les années 70. Le problème financier devient crucial. On le voit avec le choc pétrolier. Il n'y a plus aucune marge de manœuvre. Un pays qui a accumulé une dette de 3 500 milliards d'euros, la moitié de ces 3 500 milliards d'euros, c'est de la dette sociale. Et un pays qui a 12 300 milliards d'engagements de retraite potentiels, ce qui est vertigineux. Et avec ce déséquilibre entre les bénéficiaires et les contributeurs nets, donc 56% des Français sont des bénéficiaires nets du système. On peut rappeler, c'est très intéressant, qu'en Australie ou en Nouvelle-Zélande, des gouvernements sociaux-démocrates ont lancé la réforme de l'État-providence précisément à partir de cette notion, en montrant que
en fait, 6 ménages sur 10 tiraient de manière assez massive sur le système et que la partie des gens qui contribuaient était trop mince et donc que le système n'était plus soutenable. C'est comme ça que ces pays ont lancé les réformes. Et le dernier grand déséquilibre qu'il faut rappeler, mais qui est fondamental, c'est que c'est une machine à spolier les générations futures, puis qui vont se retrouver avec des engagements considérables, des dettes considérables, et par ailleurs, des générations qui seront moins nombreuses et avec des conditions de travail difficiles. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas d'alternative. On est obligé de réformer ce système avant de se retrouver dans une crise financière comparable à celle de la Grèce ou de l'Italie. Mais il faut le faire de manière intelligente sans évidemment renoncer à la solidarité. Et pour ça, on peut se tourner vers l'Europe du Nord qui a réussi à réformer, à baisser puissamment, éliminer les déficits, baisser les dettes et conserver un État-providence puissant, mais un État-providence qui est à la fois efficace et compatible avec la compétitivité, l'innovation, la transition écologique et le réarmement. Et ça passe un peu comme on l'avait fait en 1945, par un nouveau pacte entre l'État, les entreprises et les citoyens, et un nouveau pacte entre les générations. Les retraités doivent accepter qu'ils ne peuvent plus gagner 9,5% plus que de revenus que des actifs. Ça, c'est le seul pays où ça existe et ce n'est pas tenable. Les actifs doivent travailler plus et plus longtemps. Et il y a un formidable effort à faire pour former les jeunes, puisque c'est comme ça qu'on peut essayer d'assurer la soutenabilité de cette solidarité nationale et la réarrimer à la production, à l'investissement et à l'innovation. Marc-Olivier Padis. Ce qui a alimenté cette semaine beaucoup de discussions dont nous sommes le reflet sur notre système social, c'est une note de l'INSEE qui a proposé des calculs un peu nouveaux, selon une méthodologie un peu nouvelle, sur la redistribution opérée par notre système social, qui justement a fait ressortir ce chiffre des ménages plus bénéficiaires que contributifs, donc 56% de bénéficiaires. Alors, il y a quelques remarques à faire d'abord sur cette étude qui est intéressante, mais dont on ne peut pas non plus extrapoler des conclusions radicalement nouvelles. En fait, il ne change pas le tableau d'ensemble. Mais Nicolas a rappelé le fait qu'en France, les écarts de revenus primaires sont très importants et qui sont massivement corrigés par la redistribution. Néanmoins, ce que montre ce travail de l'INSEE, c'est que si on dit un écart de revenus primaires de 1 à 23, en fait, il y a un peu un artifice de comptabilité parce que l'INSEE ne compte pas les retraites dans les revenus primaires. Or, des retraités qui touchent des revenus au titre du patrimoine immobilier ou financier, il y en a quelques-uns, mais ça ne fait pas la masse. Donc, évidemment, on pourrait compter les retraites comme revenus primaires, c'est un peu technique, mais on dit parfois les retraites, c'est pas une redistribution, c'est un salaire différé. Alors donc, si on considérait comme un salaire différé, et l'INSEE le signale dans sa note, l'écart ne serait en fait que de 1 à 14. Mais ce qui est un écart quand même de revenus assez important. Et en revanche, effectivement, la redistribution permet de ramener ces écarts à 3,5 après les transferts sociaux. Et donc, ça veut dire que le système français de transfert fonctionne. Deuxième point, il n'est pas vraiment surprenant qu'une partie de la population soit plus bénéficiaire que contributive parce que le système social français n'est pas strictement contributif. C'est le terme technique qu'on utilise. Donc, un système contributif, c'est un système dans lequel vous bénéficiez à proportion de ce que vous avez cotisé. Et au départ, le système français, en tout cas pour les retraites et pour le chômage, est un système contributif. Parce qu'il est individualisé. Donc, effectivement, si vous avez été cadre, vous avez une retraite supérieure à celle que touchera un ouvrier, ou de même, votre chômage est supérieur si vous vous trouvez au chômage, si vous avez cotisé en tant que cadre, plutôt que si vous avez cotisé en tant qu'employé. Cela dit,
le système donc, qui, à l'origine, est contributif, est devenu de plus en plus redistributif. D'abord parce qu'on a créé, par exemple, du point de vue des retraites, les minima retraites, et puis on a plafonné les retraites. Et c'est pareil pour le chômage. Donc, on est en fait en France dans un système mixte qui est à la fois contributif et redistributif, ce qui fait sa solidité et l'adhésion des Français parce que en réalité, tout le monde y gagne. Alors, ce qui est troublant dans l'introduction qu'a faite Philippe, c'est que la perception n'est pas celle-là. C'est-à-dire qu'il n'y a que 20% des Français qui se sentent bénéficiaires, alors qu'en réalité, c'est plus de la moitié. C'est humain. Oui, c'est humain, mais c'est gênant parce que, en fait, on a quand même un système qui prélève aussi beaucoup, qui redistribue beaucoup, certes, mais si 80% des gens ont l'impression d'être perdants du système, alors que seulement la moitié, si on peut dire perdant, c'est quand même un problème de représentation qui est problématique et d'ailleurs que je ne m'explique pas très bien. L'autre point que je trouve toujours préoccupant là-dedans, c'est qu'il y a une espèce de débat qui est faussé aussi bien à gauche qu'à droite. C'est-à-dire que je trouve qu'à droite, on met beaucoup l'accent sur le fait, oui, les prélèvements sont trop lourds, le truc ne marche pas, il y a de l'argent qui est gaspillé, alors que, en fait, la redistribution marche assez bien. Et évidemment, c'est utile de vérifier le bon fonctionnement du système de santé. Il ne faut pas que l'État gaspille l'argent, mais quand on voit dans le système de santé, par exemple, on arrive à guérir des maladies qu'on ne savait pas guérir il y a 10, 20 ans. Et donc, il y a quand même des progrès qui sont faits du point de vue de la qualité de vie. Et à gauche, on met trop l'accent sur des visions absolument où on noircit le tableau, on dit plus rien ne marche, plus personne ne s'y retrouve, etc. Alors qu'en fait, le système est véritablement, fonctionne véritablement en faveur de l'égalité dans dans une mesure qu'on peut précisément mesurer et qui fonctionne bien. Alors, il y a quand même quelques points préoccupants. Et là, je rejoindrai un certain nombre de remarques de Nicolas et j'en rajouterai d'autres. Moi, je trouve que le point le plus préoccupant de ce tableau d'ensemble, c'est le fait que on finance une partie de ce système par de la dette. Et ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, aussi bien pour un équipement comme un porte-avions, c'est normal que ce soit pas payé sur le budget annuel courant, mais le système de retraite, aussi bien que le système de santé, ils doivent être équilibrés à l'année. C'est pas possible que sur 12 mois de l'année, il y ait un mois qui soit payé par un emprunt. C'est tout à fait contraire à l'esprit du système et à sa pérennité. Donc ça, c'est le premier problème. De ce point de vue-là, aujourd'hui, j'irai un peu plus loin de Nicolas en disant il faut maintenant, au moins pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'on revienne à l'équilibre, désindexer les retraites par rapport à l'inflation. C'est pas possible que les salaires des actifs qui permettent de financer les retraites ne sont pas indexés sur l'inflation et les retraites, elles, sont indexées sur l'inflation. Donc, c'est très impopulaire, mais je ne vois pas comment on peut faire autrement parce que les grandes masses de dépenses, c'est quand même le premier poste de dépenses publiques, c'est quand même les retraites, il faut le rappeler. Deuxièmement, Nicolas a dit il faut travailler davantage, oui, mais en fait, c'est plutôt les Français travaillent beaucoup en nombre d'heures annuelles, et même par rapport à leurs voisins. Le problème, c'est les fins de carrière. C'est d'arriver à travailler quelques années de plus en fin de carrière. Et beaucoup de gens, même qui voudraient travailler, en fait, se retrouvent au chômage en fin de carrière. Et donc, c'est la gestion des fins de carrière dans les entreprises privées, surtout, qui est un problème. Et surtout, il ne faut pas revenir en arrière non plus sur l'âge de la retraite, parce que sinon, là, le système explose complètement. Nicolas a dit ce qu'il fallait sur démographie, croissance et productivité. Moi, je signale un dernier point qui est un point préoccupant de notre système, c'est le fait qu'on a fait beaucoup d'exemptions de charges sur les bas salaires, ce qui crée une trappe à bas salaire, puisque si un employeur veut augmenter quelqu'un qui aujourd'hui est au SMIC, il y a un saut qui est à faire qui est extrêmement lourd, et donc les employeurs hésitent à franchir, et donc beaucoup de salariés sont bloqués au niveau SMIC parce que ça coûterait trop cher à l'employeur qui devrait se passer des exemptions dont il bénéficie. Et donc ça crée un problème de revenus pour les ménages. Jean-Louis Bourlange.
Oui, je crois d'abord qu'il y a un point sur lequel nous devons tous être d'accord, c'est le fait qu'on ne peut pas financer ce que je viens de dire. On ne peut pas financer des revenus annuels par une augmentation régulière de l'endettement et donc un transfert aux générations futures. Ça n'a rien à voir avec un investissement productif. Alors l'investissement productif, on peut discuter de savoir s'il est vraiment productif ou pas, mais là c'est clair, c'est de la consommation, on donne de l'argent aux gens, il faut que ce soit équilibré. Ça ne l'est pas, et ça serait quand même un effort d'ajustement assez coûteux socialement et politiquement que de le faire. C'est pourquoi tout le monde se planque sur ça actuellement. La deuxième remarque, c'est nous avons un système qui est qui est analysé par l'INSEE, qui repose en fait sur 3 moteurs. Des prélèvements fiscaux, des impôts, des prélèvements obligatoires, des prestations, et un service public, puisqu'ils intègrent dans leurs calculs les dépenses de services publics, par exemple en matière de santé, en matière d'éducation, etc. Et là, on peut se demander si le cocktail est le bon. Sur les impôts, moi, je trouve que ça colle à peu près. Sur les prestations, il y a des inconvénients très forts et une contradiction parfois entre une politique de prestation et l'autre aspect, qui est celui qui vient d'être signalé, qui est la nécessité de développer de la croissance. Par exemple, la politique du logement social telle qu'elle est fondée, c'est une politique socialement équitable, ambitieuse, c'est une politique économiquement destructrice d'un certain nombre d'investissements et ça perturbe complètement le marché du logement. Je crois que et puis la troisième chose, c'est le service public. Et là, je pense qu'il y a quand même une très très grande carence du système français, c'est-à-dire que, pour dire les choses clairement, les gens n'en ont pas pour leur argent. Que ce soit en matière scolaire, c'est pas de la faute d'ailleurs de telle ou telle catégorie, mais ce système ankylosé, bureaucratisé, impersonnel, non évalué, on voit tout déresponsabilisé, tout ça produit effectivement un ensemble de dysfonctionnements où il y aurait certainement là beaucoup d'argent à gagner, mais là encore, le coût politique serait très élevé parce que ça implique une confrontation quand on voit que les syndicats montent au créneau en qualifiant de cauchemar le projet de budget qu'avait proposé Bayrou, qui était pourtant extrêmement modeste, ou le fait que quelques fleuristes pourraient recruter des gens, etc. On voit bien qu'il y a une espèce de crispation d'ensemble qui serait très difficile. Mais enfin, je crois qu'il faut bien voir ces trois. Il faut analyser, je crois, les 3 outils. Ensuite, la question, c'est est-ce qu'il y a dégradation et qui est responsable de la dégradation? Alors là, je crois qu'il faut quand même être assez net. Il y a le prélèvement, les prélèvements tels qu'ils sont menés. Ça provoque quand même des effets pervers importants, notamment par l'effet de seuil. L'effet de seuil crée des dysfonctionnements économiques, l'accumulation des effets de seuil. On avait introduit, ça date de Chaban en fait, ça, de Delors et Chaban, on avait introduit ça c'était quelque chose qui est une sorte de tabou, les aides sous condition de ressources. Alors, quand vous avez plein d'aides qui sont chaque fois sous condition de ressources, ça produit effectivement l'effet de seuil que nous avons vu et la trappe à bas revenus qui est celle que tu viens de décrire. Donc là, c'est quand même moi, je crois qu'on peut réfléchir. C'est là où j'ai toujours été sensible aux thèses sur l'impôt universel, sur le revenu universel, c'est-à-dire l'idée que l'idée intellectuelle, je ne parle pas de proposition législative, c'est de faire un prélèvement proportionnel et une allocation par tête, une allocation par capitation, si bien que tout le monde paye, évidemment le SDF paye rien, et Arnaud paye beaucoup, et tout le monde reçoit.
Évidemment, ce que reçoit Arnaud ne modifie pas considérablement son revenu, et ce que reçoit le SDF, c'est important. Mais ça a un énorme avantage, c'est que ça lisse complètement la courbe. Et on pourrait effectivement réfléchir à développer ces choses-là. Donc là, je crois qu'il y a vraiment une réflexion à mener. Il y a une réflexion à mener parce que quand même, l'un des problèmes fondamentaux, c'est les retraites. Alors les retraites, c'est évidemment que les gens partent en retraite trop tôt, c'est évident, mais c'est aussi qu'on a fait un système très démagogique. C'est-à-dire notamment le maintien de l'indexation des retraites, c'est quelque chose qui profite très largement à des gens qui sont fortunés, parce que comme on l'a dit, ce sont les retraités qui ont les revenus les plus élevés. Alors, il s'agirait quand même peut-être de dissocier, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des retraites extrêmement petites, et qui essaient de s'en tirer. Donc là, on comprend très bien qu'il y a un effort d'indexation, mais en revanche, des gens comme moi, par exemple, qui sont honnêtes hauts fonctionnaires, anciens hommes politiques, je n'ai pas les revenus de M. Arnaud, mais je n'ai pas non plus les revenus d'un SDF, et je trouve que là, des gens comme moi peuvent faire un effort important. Or, ça, c'est un peu tabou, et la droite, notamment, se garde bien, la gauche non plus, d'ailleurs, parce qu'elle défend tout partout, mais la droite se garde bien de poser le problème, parce que ça pourrait être embêtant. La troisième remarque, c'est sur les jeunes. Je crois qu'on est quand même... il ne s'agit pas simplement de faire travailler les personnes, les seniors, mais il s'agit de faire travailler les juniors, et là, on est quand même dans une difficulté qui est de plus en plus patente avec les réflexions qu'on observe sur l'IA, c'est-à-dire qu'on va avoir une destruction massive d'emplois pour les gens qui accèdent au marché de l'emploi dans tous les domaines, et on va avoir quelque chose qui ressemblera à une analyse un peu marxiste, c'est-à-dire que les détenteurs du capital vont de moins en moins avoir besoin de main-d'œuvre, ils vont faire appel à des robots, à l'IA, tout un ensemble de choses, et donc vont concentrer les bénéfices sur eux. Et les autres n'auront pas d'argent. Et ça, c'est quand même quelque chose de fondamental. C'est vraiment la revanche de Marx, des théories sur la paupérisation de Marx, etc. On atteint quelque chose de cet ordre. Et là, la réponse, a priori, là aussi complètement théorique, je ne propose pas du tout ça comme programme, mais c'est évidemment, contrairement à ce que disent tous les libéraux, ce que disent tous les libéraux actuellement, ça ne peut se traduire que par une augmentation des prélèvements obligatoires. C'est-à-dire un prélèvement sur ces bénéfices pour être redistribué sous une forme ou sous une autre à des gens qui n'ont pas... alors on partage, il y a des quantités de systèmes dont aucun ne marche d'ailleurs en général, mais qui sont à envisager. Mais donc on a vraiment là un problème terriblement dur. Et je terminerai en disant que il y a une question quand même derrière tout ça. Quel est le modèle que nous avons en tête en termes d'inégalité et d'égalité ? Moi, je me rappelle ce qu'avait écrit Raymond Aron. Je crois, alors je parle devant Nicolas qui connaît mieux Raymond Aron que quiconque en France et dans le monde. Mais je crois que c'est dans les désillusions du progrès que Raymond Aron s'interroge en disant on parle d'inégalité des chances comme si l'inégalité génétique était plus justifiée que l'inégalité sociale. Et il dit ça pose un problème. Ça va parce qu'un type est plus doué, est-ce qu'il doit gagner plus ? Et en réalité, il me semble que le modèle implicite de nos concitoyens, c'est l'égalité absolue. C'est-à-dire, c'est l'impossibilité de penser l'inégalité, un peu comme la mort et le soleil, de regarder l'inégalité en face et de définir ce que j'appellerais un optimum d'inégalité, savoir quel doit être l'écart légitime. En réalité, l'écart légitime, il est nul dans la plupart de nos concitoyens, d'où comme c'est évidemment impossible d'avoir cette société communiste, entre guillemets, d'égalité absolue, la réponse, c'est d'avoir un éternel discours sur la réduction des inégalités. C'est le mouvement baroque, le processus qui se substitue au modèle. Il s'agit de réduire les inégalités,
toujours plus, si je puis dire, sans jamais atteindre l'égalité absolue, qui est évidemment un terme asymptotique qu'on ne peut pas atteindre, on s'en fiche tout en l'air. Et là, je crois qu'on a quand même un problème très profond de regard, les uns et les autres, dans nos catégories sociales, dans nos catégories intellectuelles, sur sur la façon dont nous voyons l'avenir de la société. Nicolas Bavrez. Oui, juste d'un mot avant de passer à l'Ukraine. Ce qui me semble quand même important dans le moment qu'on vit, c'est que c'est un moment de rupture parce que ce système, il est à bout de souffle. Il y a la démographie, on l'a dit, le problème de croissance et de productivité, et il y a le problème financier. Je rappelle que la Grèce est partie en défaut et avec derrière donc un impact négatif. Le PIB a diminué de 25%, le chômage est allé à 30% parce que les retraites représentaient 18% du PIB. Donc on n'y est pas encore, mais c'est ça qui a provoqué la cassure. Et j'appelle l'attention de tous, ce que Marc-Olivier a rappelé sur la dette, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on voit avec le choc pétrolier, c'est que la France n'a déjà plus aucune marge de manœuvre. Le service de la dette, cette année, ça sera 65 milliards d'euros. L'éducation, c'est 63. La défense, c'est 57. Donc aujourd'hui, la dette publique est déjà le premier budget de la France et ça va augmenter de manière vertigineuse puisqu'on voit que les taux sont en train de monter. Donc on est vraiment au moment où, j'allais dire, le choix va être soit de faire bouger ce système sans renoncer à la solidarité, soit de se retrouver dans une crise financière qui va amener, pour le coup, à des ajustements extrêmement brutaux. Je vous remercie. Je vous propose de passer en effet à notre deuxième sujet, qui est celui de l'Ukraine, où 4 ans après le début de l'invasion russe, la situation humanitaire demeure critique, alors même que les financements internationaux se sont essoufflés. Quelques 10 800 000 personnes dans le pays ont encore besoin d'une assistance humanitaire, selon les Nations Unies, et sur le front, de plus en plus de soldats abandonnent leur position, découragés par les conditions dégradées sur le terrain. Le phénomène a été reconnu mi-janvier par le ministre de la Défense ukrainienne, qui a évoqué le chiffre de 200 000 cas de départ ou de désertion, un aveu inhabituel alors que l'armée est confrontée à une lourde pénurie d'effectifs et que l'horizon de la fin de la guerre semble toujours s'éloigner. Durant l'année 2025, Moscou a conquis environ 4 300 km² de territoire ukrainien. C'est une avancée qui représente moins de 1% de la taille du pays, mais elle est continue. Et en prenant en compte ces occupations pérennes depuis 2014, Moscou contrôle aujourd'hui 20% de l'Ukraine. La guerre américano-israélienne contre l'Iran a renvoyé le conflit russo-ukrainien au second rang des priorités de l'administration américaine. Le renchérissement des cours mondiaux du pétrole du fait du blocage du détroit d'Ormuz joue en faveur de la Russie en ayant poussé Washington à assouplir ses sanctions sur le pétrole russe. La menace balistique russe ne fait que s'accroître, car le seul système ayant démontré sa capacité à intercepter les missiles Iskander-M russes, c'est le système Patriot américain que Washington préfère désormais rediriger vers ses alliés du Golfe Persique. Cette nouvelle donne pourrait permettre à Vladimir Poutine de renforcer le financement de l'effort de guerre russe. Le choix des cibles visées par l'armée russe a évolué. Durant l'hiver, les centrales de production et le système de distribution de l'électricité ont été tout spécialement ciblés, occasionnant de très longues coupures de courant, de chauffage et d'eau dans les centres urbains de l'ensemble du pays. Depuis le printemps, les forces russes ont repris leur campagne aérienne en les intensifiant. Les 23 et 24 mars derniers, elles ont lancé dans une frappe prolongée près de 1000 drones et missiles. Et tandis que la Russie mène des frappes contre les infrastructures civiles et énergétiques de l'Ukraine pour affaiblir l'économie et le moral de son adversaire, l'Ukraine tente d'imposer un coût humain exorbitant à l'envahisseur. Porté par l'essor de son industrie de défense domestique, l'Ukraine a changé d'échelle, longtemps limitée à des frappes de harcèlement ou à des opérations symboliques dans la profondeur russe. L'Ukraine mène aujourd'hui une campagne structurée contre des cibles militaires, industrielles et logistiques en Russie. Jeudi dernier, grâce à la levée du veto hongrois, l'Ukraine a appris qu'elle pourrait recevoir les 90 milliards d'euros que lui avait promis l'Union européenne. Sur cette question, Marc-Olivier Padis.
Effectivement, l'action militaire de l'Ukraine a changé d'échelle, comme vous l'avez dit. Et je trouve que ce qui est intéressant de revenir aujourd'hui sur la situation de l'Ukraine, c'est que même si, quand on observe la ligne de front, on a le sentiment que les choses ne bougent pas beaucoup, en réalité, il y a un changement majeur qui est en train de se produire. C'est que l'Ukraine change de statut dans le conflit et en Europe en devenant elle-même productrice de ses armes de défense. Et l'Ukraine est en train de devenir ce qui sera, dans un avenir proche, un pôle essentiel de la défense européenne. Donc aujourd'hui, l'Ukraine reste dans une position défensive, mais elle fait preuve de résilience et surtout d'une grande agilité dans les opérations militaires. Et en outre, elle devient de plus en plus autonome dans la production d'armes offensives et défensives, au point de s'imposer maintenant auprès de différents acteurs, notamment de l'Europe. Ça veut dire que l'Ukraine a tourné la page de l'attente d'une protection américaine. Elle n'attend plus de garantie de sécurité de la part des États-Unis et elle agit en conséquence en prenant en main sa propre défense. Et c'est quelque chose qui est présent dans l'opinion ukrainienne, qui ne voit plus les États-Unis comme un soutien potentiel, et par les dirigeants, puisque Zelensky, lui aussi, a fait des déclarations montrant qu'il avait changé de position. Et il a bien fait parce que le 15 avril dernier, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré lors d'un discours public que l'une de ses plus grandes fiertés était d'avoir arrêté l'aide militaire à l'Ukraine. C'est au cours du même discours, d'ailleurs, qu'il a appelé le pape à faire preuve de davantage de prudence quand il se mêlait de questions théologiques, parce que Vance considère que les États-Unis mènent une guerre juste contre l'Iran, et il n'est pas d'accord avec Léon XIV sur ce point de vue-là, ce qui prouve que Trump n'a pas le monopole de la dinguerie dans cette administration. Si je puis me permettre, il n'est pas non plus d'accord avec Saint-Augustin, ce qui fait quand même de lui quelqu'un qui a un solide bagage théologique pour s'opposer à la fois à Saint-Augustin et à son lointain descendant Léon XIV. Oui, exactement. Qui est un augustinien, et qui a fait une thèse de théologie quand même. Bon. Alors, depuis le début de la guerre israélo-américaine contre l'Iran, vous l'avez rappelé, l'Ukraine est dans une situation plus difficile. Elle ne reçoit plus de défense anti-aérienne de la part des États-Unis et elle en a besoin pour intercepter les missiles balistiques russes. Mais cette protection, cette défense anti-aérienne, c'est les missiles Patriot américains que Washington réserve désormais à Israël et à ses alliés du Golfe. Mais donc l'Ukraine a développé ses propres armes. Et d'ailleurs, fin mars, l'Ukraine a signé un accord de coopération en matière de défense avec le Qatar, avec l'Arabie Saoudite, et un accord est annoncé avec les Émirats Arabes Unis. Et ces accords portent sur la production de drones et pour en fait mobiliser toute la grande compétence de défense anti-drone que les Ukrainiens, par la force des choses, ont développée. Et les pays du Golfe qui ont utilisé donc des patriotes à 3,7 millions de dollars l'unité pour abattre des drones iraniens qui valaient 35 000 dollars l'unité, se sont dit qu'ils avaient tout intérêt à essayer de profiter du savoir-faire ukrainien qui est beaucoup plus low cost. Les Ukrainiens, en fait, sont en train de développer une industrie de l'armement low-tech, low-cost et extrêmement rapide sur l'innovation, avec une amélioration constante des matériels du fait des informations qui arrivent depuis le front. Après cet accord, c'était le 14 avril, l'Ukraine a signé aussi un accord avec l'Allemagne pour fournir à l'Allemagne un système anti-drone ou pour le construire ensemble et pour partager ces données militaires avec les Allemands pour que la fabrication des matériels militaires allemands soit mieux adaptée aux besoins ukrainiens. Donc, tout ça pour dire que quelque chose est en train de changer dans les relations entre l'Ukraine et les Européens. L'Ukraine n'est plus seulement un pays qui attend de l'aide de la part des Européens, mais maintenant, elle peut apporter son expertise. Et d'ailleurs, le président Zelensky l'a déclaré, aujourd'hui, l'Ukraine n'a pas seulement besoin d'aide, elle est aussi prête à soutenir ceux qui nous soutiennent. Donc, ils sont plus dans un rapport de réciprocité avec les interlocuteurs européens.
Ces nouvelles capacités permettent maintenant à l'Ukraine de frapper la Russie dans la profondeur. Donc, elle attaque les capacités de raffinage russes. 40% des capacités russes d'exportation d'hydrocarbures sont apparemment hors d'usage. Elle est capable de lancer davantage de drones que les Russes. L'Ukraine peut produire 10 millions de drones par an. Les États-Unis, c'est 100 000. Donc, on voit que quelque chose est en train de changer. En plus, il y a les drones maritimes et puis les drones, les robots au sol qui permettent aux Ukrainiens d'économiser des vies humaines qui sont extrêmement précieuses pour eux, contrairement aux Russes qui envoient toujours des masses d'hommes sur le front de façon sans préparation. On peut noter que les nouvelles recrues russes ne reçoivent qu'une semaine de formation avant d'être envoyées au front. Donc, ils sont vraiment envoyés sans matériel, sans formation. C'est absolument terrible. Et en plus, les Russes, pour couper la population russe des informations mondiales, ont suspendu le réseau Telegram en Russie. Or, le réseau Telegram servait à l'armée russe à échanger des informations de façon très efficace. Et l'armée russe est désorganisée par cette coupure de Telegram. En conclusion, je note que l'Ukraine est en train de devenir une puissance dans la production des armes, dans les nouvelles technologies de combat, dans le renseignement, et elle va dans un avenir proche donc s'imposer comme une référence centrale pour la future défense européenne. Nicolas Bavrez. C'est vrai que cette guerre d'Ukraine est entrée dans sa 5e année, et comme on l'a dit, c'est un charnier épouvantable, plus de 2 millions de morts et de blessés dont la vie est brisée de manière irréversible. Et là-dedans, il y en a à peu près 2/3 pour la Russie, qui continue à qualifier cette guerre d'opération militaire spéciale, ce qui suffit à montrer le caractère ubuesque d'un régime qui vit dans le mensonge et qui terrorise certes la population ukrainienne, mais également sa propre population. C'est vrai que pour Moscou, la guerre d'Iran est une espèce de divine surprise parce que en 2025, avec des pertes épouvantables, l'armée russe n'a repris que 1% du territoire ukrainien, et que même aujourd'hui, on peut dire que les gains et les pertes s'équilibrent, alors que les pertes humaines côté russe tendent plutôt à augmenter. Alors pourquoi est-ce que la guerre d'Iran est favorable à Moscou ? Parce que, comme on l'a rappelé, l'essentiel des stocks de patriotes et de missiles THAAD ont été réorientés vers le Moyen-Orient. En échange, immédiatement, donc, Moscou a intensifié ses campagnes de bombardement sur les villes ukrainiennes. Les recettes pétrolières, qui avaient beaucoup fondu, ont doublé. Elles sont passées de 135 à 270 millions de dollars par jour. Et puis, évidemment, Moscou se réjouit des divergences qui s'accusent entre les États-Unis et l'Europe, le travail de sape de l'administration Trump sur l'OTAN. Tout ceci est évidemment, c'est l'objectif de Staline que Staline en avait rêvé, et Trump est en train de le faire. Et la dernière chose qui est importante, et je vais y revenir, c'est l'axe qui se forme quand même entre la Chine, la Russie et l'Iran, y compris donc avec des échanges de drones entre Moscou et Téhéran. Donc, c'est un répit, j'allais dire, un avantage absolument inespéré pour Moscou, dont il faut rappeler que le plus gros atout de la Russie aujourd'hui s'appelle Donald Trump. Et que c'est vraiment le pivot de la stratégie de Vladimir Poutine pour essayer de faire céder l'Ukraine. Alors, ce qui est intéressant, c'est que de fait, c'est un conflit oublié, mais c'est pas du tout un conflit immobile, et que l'Ukraine change énormément et qu'il y a beaucoup de leçons à en tirer. La guerre d'Ukraine, ça reste le laboratoire des guerres du XXIe siècle, avec 4 guerres qui s'ajoutent les unes aux autres. Il y a un côté 14-18, des tranchées, des champs de mines sur un front qui s'étend sur plus de 2000 km. Il y a une guerre tout à fait futuriste avec l'espace, le rôle décisif de Starlink, et les robots, puisqu'aujourd'hui 80% des pertes russes sont faites sont occasionnées à la suite de tirs et de frappes de robots.
que l'Ukraine va produire 7 à 8 millions de drones cette année, quand l'armée française va en commander 3000. Et la troisième guerre, c'est la guerre de terreur contre les populations civiles, spécialité de Moscou. Et la quatrième, qu'on oublie souvent, c'est la guerre hybride contre l'Europe, les ingérences, les manipulations, la déstabilisation. Donc, ce qui se passe est clé, et contrairement à ce qui est pensé aux États-Unis, la première chose, c'est que, en fait, il y a plusieurs fronts, mais il y a quand même une même guerre qui est conduite par la Chine, la Russie, l'Iran, contre les démocraties, et avec rejointe par l'Amérique pour déstabiliser l'Europe. Et dès lors, et on voit très bien que, par exemple, pour l'Iran bénéficie massivement d'aide de l'armement russe, chinois, et surtout le renseignement. Les frappes iraniennes contre les bases ou un certain nombre de systèmes d'armes américains n'auraient pas été possibles sans l'aide du renseignement russe. Donc, les Américains seraient bien inspirés de méditer ce point. En tout cas, pour nous, Européens, les choses sont très claires, c'est-à-dire que ça renforce la nécessité d'avoir une Europe qui soit beaucoup plus souveraine, une Europe qui se réarme, et une Europe, évidemment, qui aide l'Ukraine. Donc, de ce point de vue-là, le déblocage du prêt de 90 milliards d'euros est une excellente nouvelle. Et c'est là où ce conflit est aussi un conflit intéressant. C'est vrai que l'Ukraine a complètement changé de statut sur le plan militaire. C'est la meilleure armée d'Europe aujourd'hui d'un point de vue opérationnel. L'industrie ukrainienne est extrêmement créative et de fait, l'Ukraine a maintenant un leadership mondial sur le drone qui occupe une place centrale dans les conflits armés. Et il faut faire donc de cette horrible guerre d'Ukraine le laboratoire de la souveraineté européenne pour éviter les choses qui nous menacent, c'est-à-dire soit la vassalisation par une Amérique illibérale, soit un nouveau Yalta avec entre l'Amérique de Trump, la Russie de Poutine, voire la Turquie d'Erdogan. Jean-Luc Bourlange. Oui, moi je suis embarrassé parce que tout a été dit. Si vous voulez une bonne intervention sur l'Ukraine, vous prenez un volume de Marc-Olivier, un volume de Nicolas, et vous avez tout ce qu'il vous faut. Alors le pauvre Bourlange, là-dedans, qu'est-ce qu'il peut dire ? Mais il peut faire la conclusion oui, et tirer les enseignements. Je crois que les deux choses essentielles ont été dites, c'est-à-dire d'abord le fait que c'est une très mauvaise affaire pour l'Ukraine que cette guerre. C'est un choix irrationnel de la part de Trump, qui a considéré que il fallait absolument régler un problème qui ne s'opposait pas avec l'acuité et qui n'avait pas les moyens de résoudre en tout état de cause en Iran, alors que le vrai problème existentiel, puisqu'on parle de sécurité existentielle, il n'y a pas de menace existentielle sur Israël. Il y a une menace haineuse, une volonté de destruction, mais quand on a autant de têtes nucléaires qu'Israël, on peut détruire tout ce qu'on veut, on peut détruire 100% de la population iranienne. Donc la situation était assez solide, beaucoup plus solide que par exemple celle de la Corée du Sud par rapport à la Corée du Nord. Et en revanche, la survie de l'Ukraine comme nation libre, elle est vraiment en cause. Alors Trump a fait ce choix qui a immédiatement les deux inconvénients majeurs, qui a été de sauver l'économie russe de l'asphyxie complète avec une remontée puissante de la valeur des hydrocarbures et en plus de détourner les flux d'armes nécessaires à l'Ukraine vers le Moyen-Orient. Et il y a une troisième chose qu'il faut voir qui est très importante, ça va être l'effet de rancœur de Trump sur les Européens. Il est peu probable que Trump s'en tire avec tous les honneurs de la guerre, si je puis dire, de cette aventure mal contrôlée, mal calibrée, qui n'est pas décisivement réglée, mais enfin qui est quand même très mal engagée par les Américains. Et évidemment, Trump sera innocent.
se jugera innocent de tout ce qui lui arrive et aura besoin d'un bouc émissaire. Or, ce bouc émissaire, il est tout trouvé. Ce sont ces nations européennes, que d'ailleurs il avait méprisé, et l'OTAN, bafoué, etc. Et l'OTAN, bien sûr. Donc, on risque d'avoir un affaiblissement très structurel de la relation transatlantique, qui était déjà assez mal portante avant le début de la guerre. Et on voit à quel point, par exemple, là c'est différent de l'administration Trump, mais à quel point la sécurité, les quelques succès réels des Ukrainiens vis-à-vis des Russes ont été conditionnés, provoqués par le fait que Starlink a réussi à couper ses relations avec l'armée russe et a maintenu ses relations avec ses services aux Ukrainiens. Alors c'est quand même très impressionnant de se dire qu'on dépend d'une personnalité aussi fantasque, aussi particulière qu'Elon Musk. Là, il y a quelque chose qui est assez troublant quand on est un vieux Westphalien comme moi, qui croit à l'affrontement des États, etc. Il y a là une sorte de héros de James Bond, de héros plus ou moins maléfique de James Bond, qui contrôle un tas de choses. En revanche, tout ce que vous avez dit sur l'Ukraine est totalement juste. L'Ukraine, moi j'ai toujours pensé, d'abord il faut dire que le premier jour, moi, j'étais de ceux qui avaient été absolument convaincus que les Russes interviendraient, je l'ai dit publiquement, mais en revanche, je le dis franchement, j'étais convaincu que l'armée ukrainienne ne tiendrait pas le coup, qu'en quelques jours, les Russes prendraient le contrôle. C'est pas ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Il y a eu cette formidable résistance de l'Ukraine et cet échec, effectivement, parce que l'offensive russe était très mal préparée. Et dès cette époque-là, moi, j'ai considéré qu'il ne fallait pas considérer que nous étions simplement des auxiliaires de sécurité pour l'Ukraine, mais que l'Ukraine était une pourvoyeuse de sécurité pour l'ensemble des nations européennes. Mais jusqu'à présent, elle jouait ce rôle comme une sorte d'abcès de fixation, de paratonnerre. La violence, l'agressivité russe se portait sur Kiev et donc ne se portait pas sur les pays baltes, sur nous. Donc on était en quelque sorte assez cyniquement protégés par le fait que Poutine ne pouvait pas fournir à toutes les guerres à la fois. Et là, ce que nous voyons, et qui a été très bien décrit par vous deux, c'est à quel point l'Ukraine a totalement bouleversé les choses. La guerre invente la guerre. La guerre invente la modernisation de la guerre. Et l'Ukraine alors, c'est curieux que ce pays est très profondément, cette société, cet État est assez profondément corrompu. C'est pas la peine de le nier. Malgré ça, l'efficience et l'efficacité de l'effort de guerre est impressionnant. Et on voit bien que l'Ukraine est un apporteur de sécurité pour nous. Et il le propose avec ce qui fait écho à l'humiliation qu'il avait subie à la Maison-Blanche. Le président Zelensky le propose aux amis de l'Amérique, qui sont complètement déboussolés dans le Golfe. Donc on a quelque chose de totalement nouveau et qui est très important. Et là, je dirais simplement que c'est quand même ça notre problème. L'Ukraine l'Ukraine a une fragilité démographique considérable, serait-ce que la différence de population, le fait qu'il y a un taux de désertion qui est très important et de corruption, d'achat, moi j'ai des exemples assez précis de gens qui vivent là-bas qui disent il y a une sorte de marché de l'exemption militaire par des gens dans des familles qui d'ailleurs sont patriotes par ailleurs. Enfin, il y a une contradiction, mais il y a une difficulté. Et le taux de mobilisation n'est pas celui que nous avons connu, par exemple, entre 14 et 18 en France. C'est un taux de mobilisation inférieur. On a une quantité impressionnante d'Ukrainiens qui ne sont pas en Ukraine. Donc tout ça, il y a un défaut. Mais enfin, en même temps, ceux qui se battent héroïquement, ils subissent quand même des conditions de vie, des menaces, des taux d'attrition absolument considérables, et ils doivent absolument être aidés. Et c'est là où nous avons un devoir fondamental, et je suis heureux que l'élection hongroise nous ait... Alors, je ne sais pas ce que donnera M. Magyar, je ne sais pas si Magyar est un véritable héros d'une Hongrie réconciliée avec l'Europe, ou un Orban à visage humain. Les deux interprétations sont possibles. Mais enfin, il a levé un interdit qui était inadmissible d'ailleurs sur le plan juridique aussi, sur l'aide à l'Ukraine. Nous donnons cet argent, nous devons donner cet argent. Moi,
Pour moi, ce qui compte, je crois que on parle beaucoup de la guerre du Moyen-Orient, elle est terrifiante, etc. Mais ce qui compte pour la pierre de touche pour les Européens, l'ordalie, le jugement de Dieu sur l'avenir du continent européen, c'est la guerre d'Ukraine. Est-ce que nous tiendrons le coup, comme l'arrière, comme on disait dans la célèbre caricature de la guerre de 14, est-ce que l'arrière que nous sommes tiendra le coup, parce que l'avant résiste? Est-ce que nous ferons les efforts nécessaires? Est-ce que nous ne ferons pas, chez nous, les bouleversements politiques extrêmement risqué? Je rappelle que le parti qui a le vent en poupe en France s'est solidarisé totalement de la politique d'Orban de refus d'aide à l'Ukraine. Donc là, on a de véritables enjeux, mais c'est là, sur ce dossier-là, que se joue l'avenir de notre pays et l'avenir du continent. Je vous remercie. Nous avons atteint notre dernière séquence, la séquence des brèves, que j'ouvrirai en rappelant que la semaine dernière, j'avais fait l'éloge d'une bande dessinée Champ de bataille qui raconte l'histoire enfouie du remembrement, cette bande dessinée d'Eunice Leroux et de Pierre Van Hove, qui m'a beaucoup intéressé, à la fois parce qu'elle a montré l'ampleur de cette transformation de l'agriculture et qu'elle en a montré la brutalité, qu'elle a montré aussi la naissance et l'avènement et l'acmé du pouvoir de la technocratie. J'avais suggéré que du passé faisant table rase devrait être la première phrase d'un hymne des technocrates s'il existait. Eh bien, depuis, j'ai poursuivi cette centre d'intérêt à travers un livre de Léo Magnien, un sociologue qui s'appelle La vie sociale des haies, qu'il a sous-titré Enquête sur l'écologisation des mœurs. L'intérêt de cette enquête sur les haies, la manière dont elles sont de nouveau envisagées ou les nouvelles manières dont elles sont envisagées, c'est précisément que c'est un commencement, mais avec de considérables difficultés, des hauts, des bas, des va et des vient, de la réhabilitation dans les faits et en même temps d'un retour critique sur cette politique qui a conduit à une agriculture très productive, dont je rappelle qu'Edgar Pisani, à la fin de sa vie, ayant été longtemps ministre de l'Agriculture, disait que c'était sa plus grande erreur. Marc-Olivier Padis. Je voudrais recommander un film qui est encore en salle, qui s'appelle Silent Friend, de la cinéaste hongroise Ildikó Enyedi. On a déjà pu voir de cette même cinéaste en salle, et on peut toujours voir en vidéo sur demande, deux films très singuliers. L'un qui s'appelait Corps et âme, qui parlait de deux personnages qui se croisaient dans la journée sans vraiment parler, mais qui vivaient le même rêve pendant la nuit. Et l'histoire de ma femme, l'histoire au début du XXe siècle, d'un capitaine au long cours entre l'Italie, Paris et la navigation en haute mer. Ce film Silent Friend, qui vient de sortir, donc, se passe en 3 époques. Et le point fixe du film est un grand arbre, un ginkgo, qui est sur le campus de l'université de Marbourg en Allemagne. Dans la première séquence, qui se passe à la fin du XIXe siècle, la première étudiante admise en botanique à l'université se passionne pour la photographie alors naissante. Une deuxième séquence renvoie aux années 1970 où on voit 2 jeunes étudiants qui se passionnent pour l'étude des plantes et notamment de leurs interactions possibles avec leur environnement et peut-être avec les humains. Et dans la 3e phase, un chercheur de Hong Kong qui étudie les réseaux de neurones dans les cerveaux des petits-enfants, se trouve sur ce campus au moment du confinement. Il est tout seul sur le campus et donc, comme il ne peut plus travailler avec des jeunes enfants et des bébés, il décide de faire ses expériences sur ce fameux arbre. Donc c'est un film dont le scénario, comme vous le voyez, est tout à fait singulier, étonnant, mais il est aussi très bien construit. Il sait mélanger le noir et blanc et la couleur, le passé et le présent, le rêve et la science, l'homme et la nature. Et donc c'est vraiment une expérience de cinéma. Nicolas Bavrez. Je recommande chaleureusement la lecture des Lumières sombres d'Arnaud Miranda aux éditions Gallimard. C'est une généalogie de la pensée néo-réactionnaire aux États-Unis et qui montre comment elle a interagi avec les stratégies numériques pour promouvoir à la fois une techno-oligarchie qui souhaite effectivement détruire la démocratie et qui refuse l'état de droit. C'est très intéressant parce que ce mouvement a réussi à s'incarner dernièrement
manière Donald Trump. Et je crois vraiment que ce basculement des États-Unis dans l'illibéralisme, c'est non seulement une rupture fondamentale avec l'histoire de l'Amérique dont on va fêter, mais de manière sinistre, le 250e anniversaire de l'indépendance, alors qu'elle est en train de trahir toutes les valeurs qui l'ont fondée. Et c'est sûrement le fait géopolitique le plus important, puisque qu'on s'occupe d'Ukraine, de Moyen-Orient, de Chine, de toute manière, tout le système géopolitique est surplombé, surdéterminé par ce basculement de l'Amérique. Jean-Louis Bourlange. Oui, je me réjouis de voir. J'avais moi-même fait ma brève sur ce livre, et je dois dire que Nicolas l'a présenté de façon beaucoup plus claire que moi, donc je m'en réjouis. Je vais également faire une allusion à la brève de Philippe en disant que moi, je me rappelle très bien, dans les années 60, j'avais un ami qui était un ancien franciscain d'ailleurs, qui était impliqué dans les évolutions rurales, et je me rappelle très très bien à quel point le remembrement et la destruction des haies avaient été vécus avec une violence. C'est une violence sociale extraordinaire, et il y avait toute l'autorité technocratique de la Ve République en majesté pour l'obtenir, mais ça n'a pas été du tout quelque chose de facile. Puis, troisième allusion, l'allusion, je me réjouis toujours de voir la Hongrie, qui est un pays sans façade maritime, célébrer la mer. Après tout, ce pays sans façade maritime était le seul à s'être donné à un amiral comme chef d'État entre les deux guerres. Mais il avait eu une façade maritime avant, puisque Trieste n'était pas autrichien, mais Trieste était hongrois. Et là, je voudrais simplement recommander personnellement le livre d'un certain Camille Alexandre, qui est le soldat inconnu de l'édition, parce que personne ne sait qui c'est. C'est un pseudo. C'est, semble-t-il, on dit que c'est un diplomate qui a écrit Le régime iranien à livre ouvert, paru chez Odile Jacob, et on a reçu M. Ourcade récemment, ce qui était tout à fait intéressant. Et là, on a vraiment quelque chose de très documenté, de très clair et de très décapant sur ce phénomène quand même que nous ne comprenons pas très bien, qui est la République islamique iranienne. Et il analyse vraiment les arrière-pensées, enfin les arrière-plans théologiques, politiques de ce projet qui est à la fois religieux, révolutionnaire, autoritaire, et nationaliste, ce projet très très complexe que nous avons du mal à cerner, et dont il est essentiel qu'on arrive à le cerner compte tenu de ce qui se passe actuellement, et que manifestement nous ne sommes pas les seuls d'ailleurs à ne pas cerner, puisqu'il semble bien que l'administration américaine ait été un petit peu dépassée par la nature de son adversaire. Donc lisez Le régime iranien à livre ouvert, c'est très facile à lire, c'est très pédagogique, il répond à des questions, et il répond à des questions que nous nous posons quotidiennement. Merci à Sophie Jacquin, avec qui cette émission a été préparée. Merci à Benoît Carré, qui va en assurer le compte-rendu analytique, le compendium, à Nicolas Tourneau, qui veille au site, à Olivier Magloire, qui veille aux plateformes de financement, à Flavien Cagnard, qui pour le studio L'Arrière-Boutique a enregistré notre conversation, à Julien Neuville et à Nouvelles Écoutes, qui produisent le Nouvel Esprit Public. Rendez-vous mercredi pour la suite de mes conversations avec Marie-Vianne de Saint-Pulgent sur les musiciens et le pouvoir, et dimanche prochain pour un nouveau Nouvel Esprit Public.